Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 16 juin 2022. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. En ce dernier téléjournal de la saison, nous recevons en entrevue le député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin, la candidate du Parti québécois dans Portneuf aux prochaines élections, Priscilla Bolduc, et le député de Portneuf à l'Assemblée nationale, Vincent Caron. Dans l'actualité, les transporteurs scolaires dans Portneuf s'équipent de leur premier autobus électrique. L'équipe du rodéo de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier est prête à accueillir les milliers de visiteurs du 1er au 3 juillet. Après 6 ans, le projet de la cour d'école du phare à Deschambault est maintenant une réalité. Le centre vacances Lac-Simon révise son plan de développement et entend se rapprocher des citoyens de Saint-Léonard. Le 20e symposium Cap Santé riche en couleurs revient en force les 2 et 3 juillet. Et Charles s'est intéressé au parc naturel régional de Portneuf. Alors, bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Et de ce pas, on va rejoindre le député fédéral de Portneuf, Jacques-Cartier, Joël Godin, via l'ordinateur. Bonsoir, M. Godin. Bonsoir, M. Beausoleil. Merci de votre présence ce soir à notre dernier bulletin de la saison. C'est un plaisir. C'est un rendez-vous annuel. Ben oui, exactement, effectivement. M. Godin, qu'est-ce qui retient votre temps ces temps-ci, justement, davantage à Ottawa comme député? En fait, il faut comprendre que nous sommes dans un sprint, c'est la fin de la session, on termine le 23 juin au plus tard. Ouais. Et le projet de loi qui me préoccupe au plus haut point, c'est le projet de loi C-13, qui est la modernisation de la loi sur les langues officielles. Je pense que c'est important de réaliser que ce projet de loi-là va permettre au Canada de rester un pays bilingue dans les 50 prochaines années. On sait que le français est en déclin partout au Canada, incluant le Québec. Alors, il faut se donner des outils et c'est important de bien faire le travail. Et le gouvernement a fait un peu de politique sur ce dossier-là parce qu'ils espéraient que ça passe d'ici la fin de la session et c'était mathématiquement impossible. Alors, les trois oppositions, nous avons collaboré, nous avons voulu investir plus de temps, mais les libéraux n'ont pas malheureusement bien géré leur agenda. Ils sont un peu près à leur propre piège, mais ils vivront avec ça. Ils auront le débat auprès de la population. Mais c'est un dossier qui est bien important parce que, premièrement, il faut arrêter le déclin du français. On dit que c'est la loi de modernisation des 2 langues officielles, mais vous comprendrez que la seule des 2 langues qui est fragilisée, c'est le français au Canada. Et moi, je tiens que notre pays, le Canada, reste bilingue dans les 50 prochaines années. Alors, il faut arrêter le déclin, il faut protéger, il faut promouvoir la langue française. Alors, c'est ma priorité d'ici la fin de la session et c'est maintenant rendu au comité dont je siège à titre de vice-président. Et c'est mon dossier prioritaire. Et qu'est-ce qui arrête, où on en est dans le processus? Qu'est-ce qui vous dérange, en fait, dans le processus actuellement? En fait, présentement, nous sommes à entendre les témoins, les différents intervenants qui sont impliqués. Et moi, j'ai fait une motion au comité pour inviter toutes les provinces et territoires à participer à l'élaboration de la loi C-13. Parce qu'il faut comprendre que le seul gouvernement qui peut
faire respecter la loi des langues officielles, c'est le gouvernement fédéral. Si lui ne le fait pas, personne ne va pouvoir le faire. Mais il se doit de travailler avec les provinces. Exemple, nous allons proposer un amendement pour des clauses linguistiques. Lorsque le gouvernement fédéral négocie avec les provinces et territoires, il se doit de mettre dans les ententes des obligations de la part des provinces de respecter les minorités francophones ou anglophones. Alors ça, c'est des clauses linguistiques. C'est un type d'exemple. Un autre amendement que nous allons proposer, c'est de réviser la loi dans les 5 ans et non dans les 10 ans comme prévu dans le projet de loi actuel. Donc, pourquoi je devance de 5 ans? Parce que si un déclin, prendre 10 ans avant de réagir, on ne se donne pas la chance de stopper le plus rapidement possible le déclin si le projet de loi, dans sa première forme, ne répond pas aux objectifs premiers de stopper le déclin. C'est des exemples comme ça. Et le NPD et le Bloc québécois vont aussi présenter des amendements. Et ce que j'entends dans les coulisses, c'est que les libéraux aussi vont déposer des amendements. Ça veut dire, M. Beausoleil, que les libéraux ont mal fait leur travail. On sent à l'intérieur du gouvernement actuel une confrontation entre les défenseurs de la langue française et les autres. Et les autres, malheureusement, sont majoritaires. Et la ministre Petitpas-Taylor navigue dans tout ça et malheureusement, il n'a pas l'attention et le respect. Et je trouve ça malheureux que les ministres du Québec ne mettent pas le point sur la table au Conseil des ministres pour imposer qu'on puisse faire avancer le dossier et être cohérent et rigoureux dans ce projet de loi-là. Oui. Mais ça leur appartient. À suivre, effectivement. Du côté de l'économie, croyez-vous qu'une récession est proche ou où en êtes-vous là-dedans? Qu'est-ce qui se jase actuellement à Ottawa? En fait, évidemment qu'il y a des indicateurs qui nous font croire que nous allons possiblement vivre une récession. Maintenant, à quelle ampleur, à quel moment, je pense que la Banque du Canada a un bon réflexe d'augmenter les taux, mais il y a un impact sur la consommation et la population en souffre. Maintenant, il faut mettre des programmes pour aider ceux qui en ont vraiment besoin et arrêtons de mettre des programmes universels. Aidons vraiment ceux qui en ont besoin. Mais, M. Beausoleil, l'histoire le démontre, quand les libéraux sont au pouvoir, souvent, on arrive dans des récessions. Et quand les conservateurs reprennent le pouvoir, on a l'obligation de redresser l'économie. Et c'est pas moi qui le dis, c'est pas par partisanerie, c'est une réalité si on regarde dans l'histoire. Maintenant, c'est pas unique au Canada. Là. Je veux pas mettre tout le fardeau sur les épaules du gouvernement actuel, sauf qu'il se doit de prendre des mesures. Et encore une fois, on ne sent pas qu'on a réduit les dépenses. Et de rajouter de l'argent dans le système, c'est de reporter l'inflation, le rendez-vous. Et c'est un passage obligé. Il faut faire en sorte que ce passage-là ait le moins d'impact possible. Et nous, c'est ce que l'on propose au Parti conservateur du Canada. Où en êtes-vous dans la course au leadership, là, personnellement? Est-ce que vous trouvez que ça avance à votre goût? Ben, écoutez, je pense que le candidat que j'appuie avance petit pas par petit pas. Je ne fais pas référence à la ministre des Langues officielles, mais plutôt dans l'action de travailler sur le terrain, sans faire trop de flafla, sans trop faire d'événements populistes. Et je crois sincèrement que mon candidat peut gagner le 10 septembre. On va le voir. Et le 11 septembre, on verra qu'est-ce qui arrive avec le Parti conservateur du Canada. Mais tout l'été, les gens seront invités à voter, ceux qui sont membres, en règle, en date du 3 juin, vont pouvoir voter à partir... Et la date, c'est autour du 1er août prochain. Alors, ça se fait par la poste. Et le dépouillement se fera le 10 septembre à Ottawa. Et vous croyez que M. Charest a des bonnes chances de remporter? Je crois qu'il y a encore des possibilités. La tendance populaire fait que les gens disent que M. Poilievre est en avance, mais vous savez que c'est un vote préférentiel. Alors, si M. Poilievre ne gagne pas au premier tour, moi, je pense que M. Charest peut gagner au deuxième ou au troisième tour. Maintenant, c'est ce qu'on a comme information à l'interne. Maintenant, on n'est pas nécessairement dans le secret des yeux, puis on ne sait pas qu'est-ce qui se passe chez la compétition. Bien sûr. En une minute, comment vous prévoyez votre été, M. Godin? Bien, évidemment, dès le 23 juin, je ferai la tournée des différentes municipalités pour les festivités de la Fête nationale du Québec, la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Alors, le 23 et 24, j'invite la population à surveiller la programmation dans leur municipalité en visitant les sites Internet des municipalités. Et le 1er juillet, je vous convie à mon rendez-vous annuel de la Fête du Canada. Cette année, ça se tiendra de 10h30 à 1h. Sur le site du Rodéo de Sainte-Catherine. L'accès est gratuit sur le site. Alors, nous, on vous attend et on aura évidemment le gâteau de fête pour souligner la fête du Canada et ça nous fera plaisir de vous accueillir. Et écoutez, nous sommes présentement dans une période intense où est-ce qu'il y a beaucoup de finissants et je veux profiter de l'occasion pour
féliciter les finissants du niveau secondaire et du niveau primaire également. C'est des étapes de vie et moi, je veux les féliciter, leur dire bravo pour ce qu'ils ont fait dans le contexte particulier de la pandémie et ils peuvent être fiers d'eux et je les invite à croire encore à leurs rêves. Alors, Joël Godin, député de Portneuf-Jacques-Cartier, merci beaucoup de cet entretien. Un bon été à vous. Un bon été à vous, M. Beausoleil, et à tous les téléspectateurs. Merci. Parfait, merci. Soirée. Après la pause, des nouvelles et une entrevue avec la candidate du Parti québécois dans Portneuf, Priscilla Bolduc. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent ici. Là, mon amour, je t'en prie, prends bien soin de toi. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent ici. Là, mon amour, moi je t'embrasse 1000 fois. Comme partout au Québec depuis l'an dernier, les transporteurs scolaires de Portneuf ont débuté la transition de leur flotte d'autobus fonctionnant au diesel pour les véhicules électriques. Le gouvernement du Québec vise à ce que 65 % de la flotte d'autobus scolaires au Québec soit électrifiée d'ici 2030. Pour faciliter la transition aux transporteurs, le gouvernement a investi 150 000 $ par autobus, qui actuellement se vend 350 000 électrifiés. Dans Portneuf, le gouvernement a investi 900 000 pour 6 autobus électriques construits et qui sont identifiés par des pare-chocs bleus. Autocar Portneuf reçoit 450 000 $ pour l'acquisition de 3 autobus scolaires électriques, 300 000 $ à Autobus Saint-Raymond pour 2 autobus électriques sur sa flotte de 30 et 150 000 $ à Autobus Alton qui dessert l'ouest du comté pour son premier autobus scolaire électrique sur sa flotte de 11 autobus. En circulation depuis mars dernier, le chauffeur de l'autobus électrique attitré à la tournée du Lac-Sergent à travers ses côtes a développé une routine de travail pour assurer assez d'énergie pour compléter son parcours de 200 km alors que son véhicule a une limite d'autonomie de 143 km en été. Écoutons Mélanie Picard, directrice des entreprises Autobus Saint-Raymond et Autocar Portneuf. C'est plus que quand on accélère et qu'on freine, on peut recharger nos batteries. Donc, quand il fait son circuit du tour du Lac-Sergent, bien, dans sa côte, s'il fait pas la bonne vitesse, freiner, bien là, il réussit à avoir une meilleure autonomie parce que Portneuf, c'est grand. Notre batterie est de 143 km, son circuit est de 200 par jour. Fait que là, il faut vraiment qu'il maximise le tout. C'est sûr qu'il se recharge 2 fois dans sa journée, mais il fait vraiment attention de la façon qu'il chauffe. Il peut rouler 10 km de moins dans une pente pour essayer d'économiser sa batterie. Là. C'est vraiment une approche. Il a fait des statistiques beaucoup, le conducteur, pour savoir, il veut la garder, son autobus électrique. Fait qu'il fait tout pour réussir à faire son circuit matin, midi, soir avec. Sinon, bien, ce serait un plus petit circuit qui pourrait l'avoir. Durant l'hiver, l'autonomie du véhicule diminue et obligera une routine différente. Comme beaucoup de métiers, les transporteurs scolaires font face à la pénurie de main-d'œuvre. Les heures coupées, les conditions salariales et surtout la gestion du transport de quelques 70 élèves de 4 ans et plus sont des contraintes importantes pour le recrutement. Mélanie Picard nous décrit les qualités requises. Des personnes passionnées par les enfants. Ça prend le permis, classe 2, pour les gros véhicules, en exemple. Mais il faut vraiment débuter la passion des enfants parce que si on n'endure pas les enfants, on ne sera pas capable de conduire avec eux autres. Puis ça prend un bon conducteur qui est capable de gérer des enfants puis de suivre la route en même temps et tout ça. Il y a beaucoup de retraités puis il y a beaucoup de monde que c'est un deuxième emploi. Là.
Quelques nouvelles de Saint-Raymond qui retiennent notre attention suite au conseil de ville. Tout d'abord, la ville a vendu en bloc les 8 terrains de la rue des Papillons de la baie Vachon au Lac-Sept-Îles à un seul promoteur au coût de 1 900 000 $. L'offre d'achat a été acceptée par le conseil lundi soir. Selon la ville, ce montant correspond à la valeur marchande actuelle. En septembre 2020, la mise de prix était de 375 000 $ par terrain. Aucune offre d'achat n'avait été déposée depuis septembre 2020. La Ville prévoit investir au total entre 4 et 500 000 $ pour compléter les travaux d'infrastructure et remettre 1 400 000 $ à la Corporation du parc industriel. En vertu d'un contrat qui remonte à la fusion des deux paroisses de Saint-Raymond en 1995, le profit de ces terres réalisées par la Ville devra être investi directement dans l'économie de Saint-Raymond. La Ville de Saint-Raymond a doublé la mise et remis un montant total de 5 550 $ au maire de la ville de Chełmno, en Pologne, pour soutenir les quelques 300 personnes, femmes et enfants, de l'Ukraine, toujours réfugiés dans la municipalité. Ce montant de 5 550 $ canadiens correspond à environ 6 mois le salaire d'un travailleur ukrainien. C'est l'artiste raymondois Stanislas Stronkowski, originaire de la Pologne, qui avait initié cette levée de fonds avec la Ville de Saint-Raymond durant tout le mois de mai. Devant l'impossibilité d'une réparation, le Conseil de ville de Saint-Raymond a accepté une offre de faire fabriquer une réplique de l'horloge de façade extérieure de l'hôtel de ville qui n'est plus active depuis plusieurs années. 20 000 $ seront investis pour la fabrication et l'installation de la nouvelle horloge qui respectera l'architecture de son époque. La Ville de Saint-Raymond estime entre 1 000 et 1 300 visiteurs dans ces deux parcs industriels lors de la journée porte ouverte samedi dernier. Sur les 35 postes disponibles chez les 18 entreprises participantes, une vingtaine de travailleurs ont déposé leur curriculum vitae. Devant ce succès, la Ville entend reconduire le concept l'an prochain. Les retombées économiques du grand défi Pierre Lavoie pour les élèves de l'école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond pourraient se chiffrer à quelques 40 000 $. Une partie des montants amassés par les équipes participantes peuvent être distribués à une institution scolaire et ces montants proviennent des fonds amassés par les équipes de Saputo et de Cérédillon à Saint-Raymond. Le Parti québécois a annoncé la nomination de Priscilla Corbeil à l'investiture du parti dans Portneuf en vue des prochaines élections du 3 octobre. Originaire de Lévis, Priscilla Corbeil réside depuis plus de 10 ans dans la région de Québec. Elle complète actuellement la rédaction de son mémoire de maîtrise en psychopédagogie portant sur l'égalité des chances pour les élèves en difficulté scolaire, en plus d'agir comme proche aidante et bénévole auprès de personnes âgées. Priscilla Corbeil est engagée dans le mouvement Québec français, présidente de l'Association des chercheurs étudiants en sciences de l'éducation de l'Université Laval et a été candidate du Bloc québécois en 2019. Elle est avec nous ce soir en studio. Bonsoir, Priscilla. Bonsoir, Michel. Vous allez bien? Oui, vous? Oui, bien oui, très bien. Priscilla, vous avez été candidate du Bloc québécois pour quel... En 2019, pour la circonscription de Mégantic-L'Érable. Ah, OK. Oui. Donc, vous avez l'expérience d'une campagne électorale... En milieu rural, oui. En milieu rural. Tout à fait. Bien, rural, mais également l'aspect ville et développement qu'il y avait dans certaines régions, comme Thetford Mines, par exemple. OK. Comme dans certaines villes étaient... Je me sens à l'aise d'en parler. Bien oui, c'est ça. Parlez-nous un peu de votre cheminement pour en venir justement à être à l'investiture du Parti québécois dans Portneuf. Vous êtes de Lévis, en fait, mais oui. Vous demeurez à Québec, c'est ça? Oui. En fait, je viens du vieux Lévis, le vieux Lévis. Donc, c'est ça, c'est un peu comme, je lisais un peu des documentaires. Linda Lemay spécifiait qu'elle vient de Portneuf, mais de la ville de Portneuf. Ouais. Moi, c'est pareil, mon appartenance à Lévis, je viens de Lévis, okay. Mais j'ai resté aussi dans certains secteurs, toujours en me rapprochant du fleuve Saint-Laurent, des ponts. Puis, pendant mes études universitaires, ma mère a eu un diagnostic du cancer du sein. Donc, je voulais être très présente pour elle et la suivre dans tous ses traitements. Donc, j'ai déménagé c'est ce qui m'a amené, dans le fond, à déménager sur la rive nord
du fleuve Saint-Laurent. Puis après, je me suis impliquée dans différents mouvements, autant dans mon association étudiante, sur plusieurs comités universitaires aussi. Puis après, j'ai poursuivi mon engagement plus politique, disons, auprès du mouvement Québec français. J'étais aussi à la Société nationale des Québécoises et des Québécois de la capitale. C'est eux qui organisent les fêtes nationales un peu partout dans la région. C'est là d'ailleurs que j'ai rencontré Christian Hébert, qui est l'ancien candidat pour le Bloc dans la région. Oui, on se connaissait déjà un peu avant la campagne électorale. Puis, je connais aussi beaucoup de militants de Portneuf à cause de mon implication au Oui Québec. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, c'est les Organisations unies pour l'indépendance. C'est un mouvement qui est citoyen, puis qui veut regrouper les citoyens et citoyennes de tous les horizons, dans le fond, mais qui veulent militer ensemble pour l'indépendance du Québec. Puis il y a également des organismes qui siègent comme la CSN, la FTQ au national. Nous, dans la région, notre table est particulière. On a aussi des délégués de chacun des partis politiques. Puis ensemble, on trouve un point de concertation pour organiser des activités, faire la promotion de l'indépendance, organiser des séminaires publics. Il y en a un qui dernièrement, c'était sur le transport des hydrocarbures. C'est différent un peu des partis politiques, mais ça m'a permis de me faire un réseau assez solide qui m'a amené à ce que les gens suggèrent. C'est drôle parce que c'est quelqu'un de Portneuf qui a suggéré mon nom pour la campagne du Bloc. OK. Ah oui, OK. Oui. Pour la campagne du Bloc. Oui, la campagne du Bloc. Puis c'est aussi quelqu'un de Portneuf, les gens de Portneuf qui sont venus me rechercher, dans le fond, pour cette campagne-ci. OK. Pourquoi le Parti québécois, essentiellement? Pour sa position claire, affirmée et assumée sur la souveraineté présentement. C'était absolument non négociable. Vous jugez que c'est vraiment la formule d'avenir pour le Québec? La souveraineté? Absolument. Absolument, je suis une militante convaincue depuis au-dessus de 10 ans. Puis, pour moi, le Québec en a besoin de plus que jamais, avec ce qu'on a connu pour la COVID-19, juste à penser aussi au CHSLD, les difficultés de transfert de fonds en santé, pour l'environnement. Au Québec, on pense différemment du reste du Canada. On est vraiment plus vert, écologique, avec le reportage que vous avez présenté sur l'achat des autobus électriques. Pour moi, c'est vraiment on doit maîtriser notre territoire, nos ressources qui nous appartiennent avec nos finances, pouvoir mettre l'argent qu'on veut en santé quand on en a besoin ou on juge qu'on en a besoin. Puis, pour moi, le Québec indépendant a tout pour réussir. Et Portneuf, est-ce que vous avez, j'imagine, pris connaissance un peu des enjeux principaux dans Portneuf? Comment vous voyez cette région-là, rurale? Rurale, mais en développement également. Avec ce qui se passe du côté de notamment Saint-Raymond, Pont-Rouge et Donnacona, puis peut-être un peu aussi à Cap-Santé, tout ça, Neuville, tout ce qui est du côté est, on note un développement important qui est supérieur de loin à celui de la ville de Québec. Possiblement à cause de l'étalement urbain, ça coûte moins cher de taxes, tout ça. Les gens, ils sortent, ils s'éloignent des pôles. Puis la ligne d'autoroute, les mène quand même assez rapidement au centre-ville de Québec. D'ailleurs, une amie qui reste à Saint-Raymond, il fallait qu'elle passe une radiographie, puis elle s'est ramassée au GMF en plein centre-ville à Sainte-Foy. Fait que pour moi, c'est quelque chose aussi qu'il faut voir, que j'avais nommé dans mes enjeux principaux, mais qui seront à décliner, dans le fond, pendant la campagne électorale. J'avais l'accessibilité aux soins de santé, parce qu'il y a l'hôpital général de Saint-Raymond, il y a aussi l'urgence de Saint-Marc-des-Carrières. Mais nous, ce qu'on propose au Bloc, un peu comme Québec solidaire, mais nous, c'est 12 heures d'ouverture, pas 24, pour les CLSC. Dans le fond, on veut que les CLSC puissent se réapproprier leur mission première et redevenir des services de proximité. Puis, on mise aussi sur les soins à domicile. C'est très important, surtout pour les personnes âgées. Ce qu'on veut, nous, mettre absolument en place, c'est la commission pour justement tout ce qui s'est passé autour des CHSLD, parce que et dans ma dernière campagne et présentement, et dans mon curriculum, j'ai vraiment les aînés, la cause des personnes âgées très à cœur. Pour moi, c'est des bijoux qu'il faut protéger. C'est nos ancêtres, c'est eux qui ont tout donné et qui ont participé à construire le Québec actuel. Puis, je vais m'assurer, nous autres, on veut s'assurer, dans le fond, de faire une enquête là-dessus pour qu'ils soient protégés, puis aussi de restaurer, dans le fond, les CHSLD.
parce que on pense que le coût des maisons des aînés? Oui, des maisons des aînés présentement, ça va coûter très cher pour très peu de monde. Les gens sont déjà dans les CHSLD. On veut s'occuper des installations qu'on a déjà, les remettre fonctionnelles, puis aussi surtout développer les soins à domicile. Moi, c'est ce que j'ai connu un peu, puis c'est aussi ce qu'a connu mon grand-père qui est décédé d'un cancer également. C'est un fléau. Bien sûr. Puis aussi le transport adapté. On n'en parle pas souvent, on parle surtout là, justement, avec c'est le transport en commun dont je voulais parler parce qu'il y a une commission, une consultation publique sur la mobilité durable. Oui, que j'étais très contente de voir parce que c'est un enjeu qui me tient à cœur parce que j'avais porté le dossier pour ce qui est de la Ville de Québec à mon conseil de quartier. Puis, mais aussi le transport adapté et pour les malades et pour les personnes âgées et aussi pour les proches aidants. Puis on veut aussi décharger les proches aidants parce que je parle en connaissance de cause. Là, c'est quelque chose qui est assez lourd à vivre, qu'on s'épuise. On s'en rend pas toujours compte, mais ça nous épuise moralement, physiquement, en santé et financièrement. Fait que c'est ça. On veut essayer de redonner du souffle aux gens qui en ont besoin. Puis aussi, pour ce qui est de l'éducation, j'ai vu passer un article récemment dans le Courrier de Portneuf qui disait qu'il y a quand même beaucoup de problèmes d'alphabétisation dans la circonscription. Moi, c'est mon sujet de recherche. Ben oui. C'est les difficultés d'apprentissage. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui est présentement de la façon que c'est évalué, c'est que ce qui donne un coup pour que l'enfant ait accès ou l'élève, c'est s'il est en problème de réussite scolaire. Dans le fond, s'il est en échec. Mais tu peux avoir un problème d'apprentissage aussi, même si tu as la note de passage, ou ton problème peut être récurrent aussi puis continuer, même si tu as ton 60 là. Ce qu'il faut, c'est permettre aux élèves d'atteindre leur plein potentiel. C'est ça, pour moi, la vraie réussite. Oui. C'est ce qui leur permet, après, de pouvoir contribuer pleinement à la société québécoise. Comment vous voyez le rôle d'un député? Le rôle des députés, mais de par mes compétences humaines, c'est certain qu'il faut être à l'écoute des gens, puis aller vers eux. Dans le fond, le député, c'est le lien entre la circonscription, son électorat, puis le gouvernement. S'il y a des problèmes, des soucis, s'il y a des difficultés de loi ou de règlement, que les citoyens ils ont des soucis par rapport à ça, d'accessibilité aussi aux subventions, et de s'assurer que l'argent revient dans la circonscription ou celles et ceux qui y ont droit. C'est aux députés de voir à ça, mais c'est également aux députés de l'aspect législatif, si on veut. Bien sûr. C'est un gros aspect qui m'intéresse beaucoup aussi en tant que député, surtout à l'Assemblée nationale. C'est l'étude, l'analyse des dossiers, voter sur les dossiers, questionner le gouvernement, les ministres aussi, qui sont responsables des dossiers pour s'assurer que dans le fond, que les citoyens de la circonscription sont bien représentés. Comment vous voyez votre été, justement? Est-ce que vous profitez du prochain été pour vous promener, pour rencontrer les gens? Comment vous voyez votre campagne électorale? Je ne vais pas prendre le même discours que M. Godin, mais moi aussi, c'est la Saint-Jean-Baptiste qui s'en vient les 23 et 24. Souverainiste, que voulez-vous? Puis après, on veut organiser plein des soirées où bière et politique, ou des déjeuners causeries aussi avec un peu partout dans les 18 municipalités, puis aussi aux écureuils. Il ne faut pas oublier les gens des écureuils qui sont un peu particuliers. J'aime bien ce coin. Ah ouais. Puis... À Donnacona. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça. Moi, je veux vraiment aller à la rencontre des gens, mais également avoir des invités. Comme j'ai discuté notamment avec Mme Véronique Yvon, M. Joël Arsenault. Mme Yvon est plus au Parti québécois, mais elle va terminer son mandat, là. Mais est ouverte aussi à son après, à soutenir le parti. Puis, était présente la semaine passée à l'investiture de Mme Jeanne Robin. Je pense que c'est cette semaine, en fait. Le temps file. Ouais. Mais toujours très impliquée au parti. J'espère aussi avoir le chef Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est une personne très sensible et très humaine, qui a beaucoup à cœur le sort des Québécoises et des Québécois. Moi, je crois très, très fortement en lui puis à sa façon de faire. C'est un nouveau souffle. Pourquoi le message est aussi difficile dans la population, justement, au niveau du Parti québécois? Bon, si on regarde les sondages, là, ou la façon de la popularité... Je pense que c'était le manque de clarté. OK. Je pense que c'était le manque de clarté.
Maintenant, juste moi, de mon point de vue de fille qui travaille dans le non-partisan, là, j'ai vu un regain on a organisé un événement de sociofinancement pour l'organisation il n'y a pas si longtemps, puis il y avait un regain de gens qui ont participé dès que c'est revenu sur le sujet, mettons, avec la sortie de M. Bouchard ou de Bernard Drainville. C'est le contraire, ça redonne un regain on dirait que ça pique les gens. Les souverains sont comme « Hey, c'est pas vrai ». Puis ils reviennent. Moi, c'est le contraire, ce que j'observe. Donc, il y a de l'éducation à faire à ce niveau. Oui, c'est ce que je veux faire. En fait, c'est ma mission première, c'est de parler des enjeux de la circonscription, mais aussi de raviver la flamme souverainiste chez les gens, qui est très présente chez moi. Alors, on aura sûrement l'occasion d'en reparler lors de la prochaine campagne électorale, effectivement. Oui. Alors, j'en profite pour vous souhaiter bonnes vacances. Ben oui, Priscilla Corbeil, merci beaucoup de cet entretien. On va vous souhaiter un bon été, puis on se revoit à l'automne prochain. Merci. Merci. Après la pause, d'autres nouvelles et une entrevue avec le député de Portneuf et candidat pour la CAQ, Vincent Caron. Remplacer 12 $ d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne. Quand on achète ici, c'est le Québec qui y gagne. Charles Laviolette s'est intéressé cette semaine au Parc naturel régional de Portneuf. Écoutons sa capsule. Avec la pandémie, les gens se sont tournés vers le plein air. C'est une bonne chose. Les gens se mettent en forme, ils pratiquent des activités à l'extérieur. Moi, je suis Sébastien Perrault, je suis le directeur général du Parc naturel régional de Portneuf. Notre achalandage a vraiment grimpé de façon fulgurante. En 2019, on avait 56 000 visiteurs. Puis en 2021, on est monté à 148 000 visiteurs. Donc, c'est pratiquement x3 pour le nombre de gens qui sont venus découvrir notre parc. Donc là, on a à s'adapter l'équipe de travail. On a augmenté le nombre de coéquipiers. On doit adapter nos bâtiments sanitaires, là, tout ce qui est épuration des eaux, les toilettes, les douches, c'est insuffisant. Donc on est dans un chantier actuellement là, pour mettre tout ça à niveau. Donc on doit s'adapter à tout ça. On a mis des limites de nombre de passages journaliers, notamment en hiver et en été, là, quand il y a des fortes périodes d'achalandage. On doit vraiment s'ajuster à cette croissance-là. Puis dans le fond, ce qu'on offre, nous autres, c'est la beauté de la nature, la tranquillité, le dépaysement. Puis si on a trop de visiteurs, bien, on vient affecter un peu ce qu'on offre, notre tranquillité. Donc on doit s'adapter. Je pense qu'au Québec, on doit développer plus de sites de pratique, plus de sentiers. De notre côté, on a un grand territoire, donc on pense à diversifier nos lieux de sentiers, d'augmenter le nombre pour étaler un petit peu le monde sur le territoire, là, pour garder ce pourquoi qu'on attire le visiteur. Là, on travaille 2 nouveaux sentiers qui vont être exceptionnels. Là. Le sentier en haut de la falaise du lac Ancoeur. On a aussi un nouveau sentier qui va être en haut de la falaise du lac Long, qui va être accessible seulement de façon nautique. Donc, les gens vont prendre leur canot, leur planche à pagaie, vont se diriger au départ. Ça va être une boucle de 5 km. On aménage ça en collaboration avec l'Association des propriétaires du lac Clair.
On a la grotte Le Trou du Diable à Saint-Casimir. On a des sentiers pédestres, 70 km de sentiers pédestres en bordure de lac, en bordure de rivière. Nous avons aussi des falaises d'escalade. On a la falaise d'escalade du lac Long. On a la falaise de glace près de la rivière Sainte-Anne. Donc, pour le grimpeur autonome, il se déplace ici puis il peut pratiquer l'escalade. On a aussi la location d'embarcations nautiques de tout genre. Canots, kayaks, planches à pagaie, rabasca. Les gens peuvent aussi apporter leur embarcation. Ensuite, on a la visite historique de l'ancienne centrale hydroélectrique, Saint-Alban 2. Donc, c'est une visite qui est plus axée sur l'histoire du lieu, les anecdotes, les personnages. On a aussi des hébergements, près de 200 unités d'hébergement. On a des campings pour tentes, des campings pour petits véhicules récréatifs. On a des refuges, des prêts à camper, des chalets rustiques, des chalets tout équipés. Tout ça est étalé sur le territoire pour que le visiteur ait son intimité. Ce qu'on veut, c'est vraiment conserver nos zones de tranquillité. Donc, on n'a pas une densification qui est très élevée. Là, on est en train justement de réparer les sentiers du secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne. Là, on ajoute une couche de gravier. On adoucit les pentes pour rendre accessibles nos sentiers le plus possible aux gens à mobilité réduite. On a même acheté des équipements spécialisés pour les gens qui ont des problèmes de mobilité. On a acheté 2 joëlettes. Une joëlette pour adultes, une joëlette pour enfants. Une joëlette, c'est un siège pour personnes à mobilité réduite, mais avec des roues sous le siège. Puis une personne devant, une personne derrière qui pousse et qui tire la personne à mobilité réduite. Donc, ça permet à ces gens-là de visiter des sentiers qu'ils ne pourraient pas visiter de façon haute. On a aussi acheté un fauteuil tout-terrain de Track Z là, qui est fabriqué à Saint-Raymond. Pour les gens qui sont capables d'être autonomes, mais ce fauteuil-là, il permet de visiter les sentiers plus adéquatement qu'un fauteuil conventionnel. Vincent Caron est candidat pour la coalition Avenir Québec aux prochaines élections dans Portneuf, n'était pas disponible ce soir, mais nous l'avons rencontré ce lundi, 13 juin, ici à CJSR. Bonjour, M. Caron. Bonjour, M. Beausoleil. M. Caron, au moment où on se parle, nous sommes le lundi 13 juin. Vous avez terminé, en fait, votre session parlementaire à Québec. C'est vendredi, en fait? C'est vendredi. J'ai été libéré vers 15 heures environ. Ouais. Comment vous avez terminé, justement, cette session-là? Parce que vous étiez en commission parlementaire, je pense. Vous aviez deux... Bien, vous savez, en fin de session comme ça, on voyage entre la commission parlementaire, le Salon Bleu, justement donc pour valider le processus des projets de loi, s'assurer que tout a été conformément, puis qu'on a pris le temps nécessaire pour bien en discuter. Puis après, c'est transféré au Salon Bleu, puis là, c'est le moment des votes. Donc, les 2 dernières semaines, ça a été beaucoup entre période en commission parlementaire et période de vote au Salon Bleu. Oui. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, quelle est votre occupation principale? En fait, vous continuez votre rôle de député jusqu'au décret, en fait, des élections. Oui, absolument. Écoutez, être sur le terrain jusqu'au déclenchement des élections, qui devrait intervenir fin août, a priori. Ce que je fais aujourd'hui, écoutez, moi, chaque année, j'invite mon équipe à un lac à l'épaule. Et le thème d'aujourd'hui, c'est comment peut-on rêver Portneuf. Donc, avec toute l'équipe, on s'en va du côté de Pertuis ce soir. On a réservé un camp de chasse et de pêche. C'est très rudimentaire, mais le principe, moi j'aime beaucoup ça parce que ça sauve l'équipe. Puis en plus, je leur ai donné un mandat et ce soir, on va jaser de tout ça. Puis après ça, je vous fais une confidence, je m'en vais 2-3 jours à la pêche tout seul cette fois, pour non pas parce que je suis fatigué physiquement, mais j'ai besoin de me vider un petit peu la tête pour bien amorcer l'été. Et puis, vous savez, les invitations entrent incroyablement. C'est un été très actif. Oui, c'est ça. Puis en présentiel. En présentiel, c'est ça. Il y a eu beaucoup de choses, bien entendu, vous le savez, qui ont été reportées ou annulées et qui ont à nouveau lieu. Donc, on va devoir être sur le terrain, mais c'est tellement extraordinaire. J'étais président d'honneur du Relais pour la vie pour la 3e année consécutive, donc j'ai marché quasiment toute la nuit de samedi avec tout le monde, et puis les gens sont de bonne humeur, avaient besoin de tout ça, et puis moi je suis entraîné par cette poussée populationnelle qui m'invite à continuer le travail qui est amorcé, parce que comme je le disais au début de mon élection en 2018, certains
Vous savez, certains politiciens ont tendance à sortir juste avant les élections et moi j'avais promis que ce ne serait pas le cas. Et aujourd'hui, tout le monde me dit, écoute, on ne sait pas comment tu fais, tu es présent partout. C'est ma marque de commerce parce que j'ai besoin de sentir comment ça se passe dans la population. Puis j'aime ça, puis la population me le rend tellement bien que ça va être ça durant tout cet été. Mais il y a beaucoup de dossiers encore en cours. La vie d'un politicien, ça ne s'arrête pas avec la session parlementaire. La vie d'un politicien, ça s'arrête quand les nouvelles élections sont déclenchées. Mais là, ce matin, on avait une réunion d'équipe. Il y a toute une série de dossiers intéressants et importants à défendre. Et puis j'ai encore gagné des petites victoires. Vous êtes informé de cet enjeu qu'on a à Saint-Tubal, par exemple, avec la route qui connecte la Mauricie et la nôtre. Et puis cette route-là est à la charge des municipalités, mais officiellement, dans les faits, factuellement, est utilisée pour des transports qu'on va appeler transrégionaux. Donc c'était un lourd fardeau pour la municipalité de pouvoir apporter des modifications et faire des réparations cette année. Et j'ai obtenu de la part du ministre des Transports un budget discrétionnaire de 350 000 $. Moi j'avais donné 50 000, donc c'est 400 000 qu'on va pouvoir mettre sur cette portion-là. Dès cet été? Oui, ben là, en fait, j'ai eu l'autorisation du ministre, donc il y a des délais, j'allais dire, administratifs, mais c'est rapide. Bien entendu, il y a une reddition de compte, mais c'est une procédure simplifiée par la municipalité. Ils vont vraiment recevoir un chèque de 400 000, donc ils vont pouvoir intervenir rapidement. Puis ça, c'est la force d'une équipe. Hein. Quand on appartient à l'équipe du gouvernement, c'est encore plus facile. Hein. Je ne dis pas que quand on n'appartient pas, on n'est pas député du gouvernement. Mais ce sont des programmes pour tout le monde, en fait. Les programmes... Ça, ce n'est pas un programme pour tout le monde. C'est un discrétionnaire. Okay, donc, c'est pour ça que ça aide quand même d'appartenir au gouvernement. Ouais. Le ministre doit, bien entendu, porter une oreille attentive à tout le monde, mais c'est sûr que quand on joue dans la même équipe, c'est un petit peu plus simple. Donc, des petits dossiers comme ça à régler encore, puis ça va se poursuivre durant tout l'été. Plateforme électorale de la coalition Avenir Québec, est-ce qu'elle est complétée actuellement? On est en train d'aller pas mal, c'est déjà très étoffé, mais elle est à peaufiner encore. Mais les grands axes sont là, existent. Et puis, on va un petit peu égrener ça. Vous vous souvenez comment ça se passe en campagne électorale? Là? Monsieur Legault va présenter prochainement les grandes lignes, les grands thèmes, mais je ne vous cacherai rien, je ne trahirai pas de secret si je vous parlais d'économie. Vous savez que c'est vraiment quelque chose qui tient fort à cœur à notre gouvernement. Préoccupant aussi, mais on voit aussi la force du Québec actuellement. C'est paradoxal, hein, pour monsieur, madame, tout le monde, ça peut être un petit peu difficile parfois à comprendre. On voit que notre économie est très forte et paradoxalement, on a des effets sur l'épicerie, le quotidien de monsieur, madame, tout le monde. Donc, on va présenter ça prochainement et puis tout au long de la campagne, monsieur Legault va faire des présentations. Il m'a dit qu'il avait bien hâte de venir ici chez Tiwi, manger sa poutine de campagne, donc c'est sûr qu'on va le voir ici. Oui. Et justement, comme bilan peut-être, votre plateforme électorale dans Portneuf, est-ce qu'elle est en peaufinement aussi, j'imagine, avec vos rencontres sur le rêve de Portneuf? Oui, elle est en peaufinement, mais justement, on va la finaliser bientôt. Aujourd'hui, c'est l'occasion, en fin de journée, là, ça va être l'occasion de retenir, parce que moi, j'ai demandé à l'équipe, j'ai dit, soyons fous, il faut rêver un petit peu. Donc, il y a aussi des choses qu'on va éliminer parce que moi, je suis très cartésien. Donc, on peut rêver et propulser Portneuf à demain, mais il faut que ce soit réalisable. Donc, il y a des choses qu'on va écarter tout à l'heure, mais on va la présenter bientôt aussi. J'imagine aussi que vous allez tâter le terrain de ce qui se passe aussi parce que la MRC est en réflexion. Le Saint-Raymond, un peu tout le monde est en réflexion, en fait, comment on pourrait
améliorer les services et autant la qualité de vie des Portneuvois. J'imagine que vous êtes à l'écoute de ça aussi. Là. Bon, on travaille, moi, ce que je trouve extraordinaire dans Portneuf, c'est cette force de l'équipe. Là, hein. On ne travaille pas en silo, mais on travaille vraiment tous ensemble. Donc, les réflexions qui sont menées d'un bord sont menées aussi avec nous. Donc, on veut penser à un vrai Portneuf fort et fier. Là. Donc, les enjeux principaux, ça demeure encore les mêmes. On parle de la santé, on parle de la mobilité, l'économie, c'est sûr. Hein. C'est ça, la santé qui demeure la préoccupation première des gens de Portneuf, hein, parce que je regardais la situation dans l'ouest de Portneuf. Là, ici, à Saint-Raymond, ça semble se stabiliser un petit peu parce qu'on a eu la chance que certains médecins acceptent de venir ici. Maintenant, dans l'Ouest, c'est moins évident. Vous avez vu aussi ce qu'on a présenté très récemment, parce qu'il faut vraiment, et on a eu l'occasion d'en parler lorsqu'on s'est rencontrés à d'autres reprises, c'est qu'il faut vraiment repenser notre façon de rencontrer un médecin. Donc là, en fait, ce qu'on met en place, c'est pas ce qu'on veut mettre, mais ce qu'on met en place, c'est un service où la personne va pouvoir décrire très sommairement quelle est sa situation, et là, on va l'orienter vers le professionnel qui va être adapté à la situation. Parce que c'est sûr que c'est rassurant de rencontrer son médecin, parce que c'est la personne à qui on fait toutes les confidences, hein, nos petits bobos, etc. Mais peut-être que le pharmacien est capable de régler ça. Peut-être qu'un ou une infirmière spécialisée peut répondre à ça. Donc, c'est dans le plan qui a été déposé par Christian Dubé. Je suis convaincu que... mais ça ne se fera pas en claquant des doigts non plus, il ne faut pas rêver. Là, mais ça prend quelques années. C'est ça, ça va prendre quelques années. Moi, je vous avoue que je suis aussi orphelin de médecin. Mais là, depuis quelques jours, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai reçu des demandes de mise à jour de mon dossier, etc. Donc, j'avoue que j'interprète ça comme un bon signe. Il y a des petites choses qui sont en train de se réorganiser. Mais en effet, durant la campagne électorale, ce sera... l'enjeu principal. Il faut rassurer la population, mais surtout, parce que je pense que les gens sont désabusés maintenant. Hein. Il y a eu différents plans qui ont été présentés, puis au final, ça n'a pas vraiment marché. C'est ça. Et là, Christian Dubé... C'est ça, c'est ça. Sauf que Christian Dubé a gagné la confiance de la population parce qu'il a géré une main de maître la pandémie, en tout cas la période dont il s'est occupé. Donc, je pense qu'on est capable la confiance existe encore, mais il va falloir rendre la marchandise, ça c'est évident. Là. Vous, personnellement, quand vous avez débuté votre mandat de 4 ans, vous aviez des objectifs ou est-ce que vous êtes satisfait à 100%, 90% ou de votre bilan? Sur le plan personnel, je suis très satisfait parce que je m'épanouis complètement. Je vulgariserai ça en disant que je suis sur mon X actuellement. J'aime beaucoup ce que je fais, cet équilibre entre aller finalement tirer la manche des ministres pour avoir un peu plus d'argent dans Portneuf et l'obtenir. Donc ça, j'aime beaucoup. Puis revenir ici, contact avec la population, ça pour moi c'est essentiel, en tout cas j'en ai besoin, c'est vital. Mais oui, on peut toujours faire mieux, c'est clair, et je ne suis pas le genre d'individu à m'asseoir sur mes lauriers et me dire voilà c'est fait, on peut toujours faire mieux. Mais je trouve que, puis l'autre fois je regardais un petit peu les chiffres, tout ce qu'on est allé chercher comme argent pour Portneuf, c'est sûr que c'est pas mon argent, là, mais si j'avais pas été là, on ne l'aurait pas eu, parce que chaque matin en politique, là, il faut enfiler ses gants de boxe. Si moi je demande pas, j'ai un de mes autres collègues qui va le demander pour son comté. Donc, je regardais les chiffres et puis, même là, je me demandais si on allait les présenter tels quels, les chiffres, parce que ils sont tellement impressionnants. Arrivé à un moment donné, ça ne parle plus dans l'esprit des gens. Mais quels que soient les domaines, puis on s'est rencontrés souvent, on a fait énormément d'annonces, quels que soient les domaines, on est allé chercher de l'argent pour Portneuf, de l'argent neuf, mais il reste des défis à relever, et puis j'espère que la population va me confier encore ce mandat, parce que j'aime tellement les représenter, mais il y a encore aussi plein de choses à réaliser. Je pense à nos jeunes, un projet d'air ouverte, par exemple, parce que vous savez que nos jeunes, quand ils ont un petit pépin, puis ça peut être un malaise à un moment donné ou des questionnements sur sexuellement, etc. Aujourd'hui, ils n'ont pas forcément accès à un médecin.
Donc, ils gardent ça à l'intérieur d'eux. Et moi, j'ai un projet avec Lionel Carman, c'est d'obtenir une aire ouverte ici dans Portneuf. Ça permettrait à nos jeunes, plutôt que de devoir se rendre à Québec, parce que quand vous avez ce petit souci-là qui vous trotte dans la tête, d'aller à Québec, parfois on n'a pas le transport, parfois on n'a pas tout ça, mais d'avoir ça avec un professionnel, plus qu'un professionnel. Je rencontrais justement au Relais pour la vie un médecin psychiatre et je lui parlais de ça, il me disait « Vincent, c'est merveilleux, moi, ma conjointe habite dans Portneuf, je voudrais travailler dans Portneuf, et si on avait un projet tel que le projet Air Ouverte, où nos jeunes pourraient aller se confier des petits bobos, là. Puis on le sait qu'un petit bobo peut devenir colossal à un autre moment de la vie, donc... il y a plein de choses à faire. Bien entendu, il y a les questions en lien avec l'intégration de nos personnes immigrées, s'assurer qu'elles puissent être parfaitement disponibles et puis qu'elles s'impliquent dans nos entreprises. Mais au-delà de ça, il faut s'assurer qu'elles demeurent ici dans Portneuf. Enfin bref, le travail est colossal, donc c'est pour ça que... C'est infini aussi. Absolument. École à Pont-Rouge, est-ce que ça avance bien selon vous? Avez-vous bon espoir que... Je pense que c'est pas un dossier facile. Je vous explique pourquoi c'est pas un dossier facile. Sainte-Catherine a réussi à l'avoir, ce qui fait que c'est pas nécessairement très loin aussi. Je sais pas si... en fait, Sainte-Catherine, aujourd'hui, on est dans... Que ce soit pour les garderies ou pour les écoles, et par exemple, je vais vous donner un exemple. Le maire de Saint-Basile voulait absolument, on a obtenu 39 places, et le maire de Saint-Basile me disait « Vincent, on pourrait mettre tout de suite 80 places ». Et sa démarche est très noble. Sa démarche, c'est de dire préparons Saint-Basile à accueillir de nouvelles familles. Sauf qu'au ministère, et le ministre dit écoute, on va d'abord aller répondre aux besoins actuels. Pour l'instant, on n'identifie que 39 places, ça va convenir. Donc on n'a pas non plus les moyens de dire on va te faire. Je vais parler pas d'un cadeau, mais on va ajouter un nombre de places qui sont, entre guillemets, superflues pour le moment, pour le bénéfice de la municipalité, pour qu'elle se développe. Donc au final, on a obtenu notre 39 places, puis à un moment donné, on aura besoin d'un petit peu plus. Concernant l'école de Pont-Rouge, si on la compare justement à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, il y avait plus de 1000 élèves qui étaient là en besoin. À Pont-Rouge, on n'a pas démontré encore qu'on avait autant d'élèves qui étaient dans le besoin, mais je discutais avec la directrice générale du centre de services de Portneuf qui me disait que le chiffre monte chaque année. Donc, c'est pas parce que... Moi, soyons clairs, là, et j'en ai parlé au maire, je lui ai dit, écoute, Mario, ce ne sera pas cette fois-ci, c'est certain, là. Mais il faut continuer. Ce n'est pas parce qu'on a perdu une bataille qu'on a perdu la guerre. Donc on va continuer à faire la démonstration que c'est un besoin, que ce besoin est sans cesse grandissant. J'ai l'assurance d'avoir le soutien de la municipalité, j'ai l'assurance d'avoir le soutien du centre de service, et puis on va continuer de travailler ensemble, puis on va finir par l'avoir, notre école, quand ce sera bien nécessaire. Puis ce n'est pas dans un objectif 20 ans, mais il faut continuer parce que vous comprenez, il y a aussi des écoles qui ont besoin de rénovation ou des endroits. Il y a beaucoup d'argent aussi. C'est ça, c'est énormément d'argent. On parle de plus de 100 millions de dollars. C'est colossal. Mais c'est pour ça que c'est emballant, un projet. Ce sont des défis à relever. Absolument, absolument. Un projet est achevé, il y en a un autre qui naît, puis il faut l'accompagner. Alors, Vincent Caron, député de Portneuf, merci beaucoup de cet entretien, puis on vous souhaite un bon été. Merci, M. Beausoleil. Bon été à vous également et à tous les auditeurs, les téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci. Après 2 ans d'attente, l'équipe du rodéo de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est prête à accueillir les milliers de visiteurs à son événement qui se tiendra sur 3 jours, les vendredis, samedis et dimanches, 1er, 2 et 3 juillet prochains. L'organisation, présidée par le maire Pierre Dolbec, prévoit accueillir 450 compétiteurs dans les différentes disciplines de rodéo, gymkhana, derby, prise de lasso et autres. Le tout sera animé par de la musique, des activités familiales et des spectacles, dont le groupe des Cajuns. Plusieurs commerçants exposeront aussi leurs produits et services. L'entrée au site demeure gratuite, mais les estrades seront payantes. On s'attend à plus de 15 000 visiteurs durant les 3 jours. Soulignons que pour recruter les cow-boys, l'équipe de l'organisme Rodéo du Québec a développé le concept de Rodéo Academy. Une douzaine de participants ont participé au premier concours et deviennent ainsi une relève importante pour les spectacles.
Après 6 ans de préparation, le projet du parc-école dans la cour de l'école du Phare à Deschambault est maintenant une réalité. Initié en 2016 par Frédéric Pagé et Marie-Pierre Plamondon, la direction, les enseignants, les enfants et les familles ont inauguré la cour qui comprend aussi une classe extérieure. Le thème des navigateurs a été élaboré dans l'aménagement du parc qui s'adresse aux enfants de la maternelle et plus âgés. Écoutons la présidente du conseil d'établissement des écoles du Phare et Saint-Charles-de-Grondines, Marie-Pierre Durand. Laissez-moi vous inviter à profiter de la belle journée qu'on a aujourd'hui pour découvrir ou redécouvrir cette cour d'école-là en portant un œil aiguisé à chaque détail parce qu'ils ont tous été minutieusement pensés. De la thématique de la navigation aux végétaux indigènes en passant par la classe extérieure qui invite à apprendre autrement. Donc, merci à tous et bonne célébration. En plus des élèves de l'école du Phare, les familles de Deschambault pourront aussi bénéficier du parc-école. Le centre vacances Lac-Simon à Saint-Léonard-de-Portneuf a révisé son plan de développement suite à une réflexion en décembre dernier et dans le contexte où l'équilibre budgétaire n'est pas encore atteint après 8 ans d'efforts. Le conseil d'administration et l'organisation à but non lucratif est présidé par Magella Savard, entend se rapprocher davantage des familles de Saint-Léonard-de-Portneuf et mieux se positionner par rapport au camp Portneuf du Lac-Sept-Îles et au camp Quéneau à Saint-Alban. Des pourparlers sont en cours pour que les sentiers soient gratuit l'hiver aux citoyens de Saint-Léonard et que les familles adoptent chaque année le site comme camp de jour municipal. Grâce à ses partenaires financiers, la Corporation du centre vacances Lac-Simon a pu procéder à la mise à niveau et à l'achat d'équipements de loisirs et de plein air pour les 4 saisons, en plus de reconvertir certaines installations pour mieux accueillir les visiteurs, familles ou passagers. La mise à niveau des sentiers pédestres 4 saisons, une meilleure signalisation des sentiers et la construction d'un refuge sont prévus pour l'automne. 80 de la clientèle du centre vacances du Lac-Simon provient de la ville de Québec. Les frères et les pères qui géraient le domaine invitaient particulièrement les dirigeants, le personnel et les membres des patros de la région de Québec et de Lévis. À la chapelle Saint-Joseph-du-Lac de Fossambeau-sur-le-Lac, on a procédé cette semaine au lancement de la 5e entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la capitale nationale. Cette démarche existe depuis 2008 entre les MRC de Charlevoix, de la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans, ainsi que les MRC de la Jacques-Cartier et Portneuf. L'entente est renouvelable aux 3 ans. Le financement public investi vise à soutenir les intervenants dans la réalisation de leurs projets à caractère paysager, à offrir des formations spécialisées, sensibiliser la population sur l'importance de protéger les beaux paysages et promouvoir les projets réalisés à partir des appels de projets. 57 initiatives ont été réalisées dans les 5 MRC participantes depuis les débuts et une vingtaine de prix ont été remis. Une étude est en cours sur les valeurs économiques des paysages et la liste des projets et photos sont disponibles sur le site web notrepanorama.com. Le 20e symposium Cap Santé riche en couleurs revient en force les 2 et 3 juillet prochains à Place de l'Église de Cap Santé, sous la présidence d'honneur de l'artiste portraitiste de Terrebonne, Gabriel Lavoie. 75 artistes en art visuel prendront part à l'événement. Pour souligner le 20e anniversaire, 11 anciens présidents d'honneur du symposium seront de la fête. Un grand chapiteau sera érigé pour l'occasion. Une exposition de photos des symposium précédent est prévu à la bibliothèque de l'École Bon-Pasteur. La principale source de financement est toujours la vente du papillon, emblème de l'événement, au coût de 5 $. Chaque achat donne la chance de remporter une toile de Gabriel Lavoie d'une valeur de 2 000 $. Les vendredis et samedis 1er et 2 juillet prochains, au jardin du Couvent de Neuville, se tiendra une fin de semaine interculturelle et artistique organisée par l'organisme Espace Art Nature. Isabelle Forêt nous donne justement les détails. Un cercle de rencontres autour du thème portrait. Donc nous aurons différents invités qui vont venir nous parler de leur expérience, de leur vie. Le 1er juillet au soir à 19h30. Alors là, on a différents invités pour des contes, des histoires, des chansons. Le 2 juillet,
C'est une matinée particulière. On pourrait dire que c'est la version estivale des déjeuners paroles et musique du Bourg Saint-Louis. Donc la galerie, la terrasse qui sera aménagée pour la circonstance où nous aurons particulièrement de la danse et autre chose. Et puis ici, vous voyez ce magnifique lieu avec le saule, le pommier comme un petit théâtre et puis le fond du jardin avec le ruisseau des Sœurs, qu'on appelle aussi la coulée des Sœurs. Et un petit mot pour dire que la MRC de Portneuf procède ce jeudi soir à l'escalade du roi de place de l'Église à Cap-Santé au lancement de la campagne d'attractivité Portneuf X, la force du monde, qui vise à renforcer le sentiment d'appartenance des Portneuvois et attirer de nouveaux résidents. Nous y reviendrons, bien entendu. Alors, ça complète Info CJAC pour cette semaine et pour la saison estivale. Le prochain rendez-vous sera le jeudi 25 août à 19h. Alors, merci à Charles, Aubert, Tony, Suzy, Carole, Luc, Jérôme, Philippe, Ariane, Christian et tous nos invités. Alors, passez un bel été à tous. On se revoit bientôt et on se laisse avec une petite chanson.